Bien, nous allons reprendre, avant de conclure, toutes vos questions, les dernières questions, il y en a encore beaucoup. On va en regrouper quelques-unes. Là, nous en avons plusieurs qui concernent le radon. Je pense que ça, c'est un des sujets qu'il ne faut pas qu'on élude aujourd'hui. De la structure EME, quelle évolution réglementaire pour le radon en milieu intérieur en France ? Ne faut-il pas l'inclure dans les transactions immobilières, mise en place d'un constat radon, par exemple ? On retrouve aussi chez Armor Rénovation Thermique, pourquoi pas un diagnostic radon obligatoire en Bretagne ? Et puis, on a même eu le droit à un exemple de bilan radon qui nous a été fourni par notre interlocuteur. Et une question qui vient aussi rejoindre le radon, le puits canadien et le radon. Comment gère-t-on l'évacuation des condensats ? L'hygrobé et l'humidité de l'air en Bretagne ne fonctionnent-elles pas tout le temps ouvertes ? C'est vrai qu'on peut se poser la question avec une ventilation qui s'adapte à l'hygrométrie ambiante. Docteur, Alors, sur la question radon, je pense qu'ici, il n'y a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que le radon. Gaz radioactif naturel, donc ce qui est naturel n'est pas automatiquement bon, qui est sur Terre depuis que la Terre est Terre, sauf que depuis quelques années, on en fait une concentration dans les bâtiments. Ça a commencé avec les chocs pétroliers, puisqu'on a fait la culture la chasse au gaspillage. Donc, on a incité à la culture du confinement et, bien sûr, on a augmenté les concentrations de radon. C'est un cancérogène, certain pour le poumon, on l'a dit. Donc, c'est évident que ce paramètre, on devrait quand même prendre quelques dispositions. Alors, l'évolution réglementaire, c'est vrai que en France, on a fait le choix de mettre une réglementation sur les bâtiments recevant du public. Parce qu'on a peur quand même d'être accusé de non-maltraitance peut-être. Donc il y a une réglementation qui oblige les établissements recevant du public, surtout les écoles, dans 31 départements à risque. Ces départements à risque ont été définis par une moyenne de mesures qui ont été faites avant 2000 et c'est une moyenne de mesures qui a défini ces 31 départements. Or, les départements, d'accord, Napoléon était très fort, mais il n'a pas fait les départements selon les émissions de radon. Donc, il est évident que à côté d'un département qui ne sont pas à risque, le Gard par exemple, la Dordogne et d'autres départements, les 5 pays de la Loire ne sont pas à risque selon ce calcul, et il est évident qu'il y a quand même des émissions de radon. Donc, actuellement, on ne parle pas de réglementation, mais il y a par exemple un moyen très intéressant, c'est sur le site de l'IRSN, c'est-à-dire vous tapez sur Google « Connaître le potentiel radon de ma commune », vous tapez ça et vous allez avoir automatiquement l'accès au site, vous allez avoir une carte et sur cette carte vous n'avez plus qu'à rentrer le nom de la commune et vous verrez si elle est à potentiel radon élevé, si elle est à potentiel radon faible ou si elle est avec quelques aléas géologiques. Donc ça veut dire que, alors quand c'est du neuf, on fait attention dans le système constructif, c'est-à-dire que, Marie-Angèle l'a dit, on essaie d'avoir une étanchéité parfaite, interface, ce qu'on ne faisait pas. On faisait une étanchéité de l'enveloppe, mais pas de l'interface bâtiment-sol. Donc on essaie de la travailler, on essaie bien sûr, le vide sanitaire, là il mérite bien son nom, il devient sanitaire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut permettre d'évacuer le radon, s'il est bien ventilé, d'évacuer le radon avant qu'il monte dans le bâtiment. Donc on a des techniques. La mesure du radon, c'est pas cher. 35 € un dosimètre, c'est quand même pas terrible par rapport à d'autres mesures. Donc pour le radon, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites, mais c'est vrai qu'au niveau réglementation, ça ne concerne pas l'habitat. Bon, il y a un moment que, par exemple, le Haut Conseil de santé publique avait incité à prendre en compte que au moins les habitats neufs soient concernés. L'OMS a fait de nouvelles recommandations de valeur. Sur notre réglementation française, c'est à 400 becquerels, on commence à s'émouvoir, et à 1000, on fait quelque chose. L'OMS a dit il faudrait au maximum mettre à 300 becquerels, et la recommandation, c'était être en dessous de 100 becquerels par mètre cube. Bon,
il est certain qu'il y a la directive Euratom de 2013 qui devrait être traduite en droit français en 2018. Bon, c'est vrai qu'on a quand même, on bat les records de retard de traduction des directives européennes en France. Donc, bon, je ne sais pas si ça sera dans les dates prévues, mais dans cette directive Euratom, il est question du fameux 300 becquerels par mètre cube. Bon. Donc là, au niveau de la réglementation, c'est vrai que c'est pas simple en France parce que tous les ministères ne sont pas d'accord et donc ça traîne et bien sûr les questions constat radon, oui c'est vrai que les Américains ils ont ça depuis longtemps, que par exemple les Suisses s'intéressent au radon dans l'habitat puisque c'est quand même l'endroit où on est le plus longtemps exposé. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme question. Et puis le puits canadien. Sur le puits canadien, je peux apporter Ouais. un élément de réponse. Le programme RAGE 2012 disponible gratuitement, règle de l'art Grenelle Environnement, a émis une recommandation sur la mise en œuvre des puits climatiques dits canadiens ou provençaux. Et justement, la problématique de l'évacuation des condensats est expliquée en détail dans cet ouvrage. Si le puits canadien, nous on a mesuré des puits canadiens dans différentes régions, et si le puits canadien est bien fait, s'il est bien étanche, on n'a pas, même en zone radon, on n'a pas d'augmentation. Puisqu'on prend l'air à l'extérieur et que le radon il sera pris que s'il y a un défaut d'étanchéité dans la traversée du sol. Par contre, on a eu une excellente surprise, c'est dans un département non à risque, zone calcaire, où il y a vraiment la moyenne du département c'est 26 becquerels par mètre cube. Et là, un puits canadien qui était très inventif, qui avait parce qu'on ne manque pas d'invention sur le puits canadien, il y a de tout. Alors, de ce puits canadien très inventif, il y avait 4, on avait dû dire qu'il fallait des regards pour évacuation des condensats. Donc, il y en avait 4. Il y en avait 4, mais ces regards, ils n'étaient pas du tout étanches, des parpaings, des blocs béton, pas du tout jointoyés, et en bas, c'était la terre. Donc, comme il y a un ventilateur qui aspire, eh bien, à chaque regard, en mettant un dosimètre, à chaque regard, on voyait le radon monter. Ce qui fait que dans ce bâtiment, qui est exemplaire sur le plan performance énergétique, il y avait 360 becquerels par mètre cube de radon dans tous les étages, puisque c'était véhiculé par la double flux, dans tous les étages, pas qu'au rez-de-chaussée, à cause de ces 4 regards non étanches. Voilà, donc on peut faire de tout. Voilà, donc il faut penser, il y a des choses qui sont bien faites et il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui posent problème. Bien, on va avancer sur nos questions. Des questions peut-être d'ordre général ici. Fanny, excusez-moi. On va céder un peu. Pardon. Fanny Perrier du bureau d'études pollen, que pensez-vous des produits capteurs de COV, formaldéhyde, exemple le Fermacell Greenline, Placo Impact, Prégiroc Air de chez Lafarge? Comment se comporte-t-il sur le long terme? Alors d'abord, comment il se comporte sur le court terme. D'abord, comment ça fonctionne. Là, je peux vous rassurer, dans les 3 cas, il n'y a pas de nanoparticules. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas toujours qu'on n'a pas de nanoparticules. Dans les 3 cas, mais aucun des 3 a le même principe. Donc il ne fonctionne pas selon le même principe. C'est vrai que ces produits sont testés. Il y a une norme pour tester l'absorption du formaldéhyde sur tant de jours, voire on laisse le produit dans la chambre d'essai et on regarde qu'est-ce qui désorbe. Donc il y a une norme, effectivement, quand on voit ces tests, ils sont tout à fait corrects. Sauf que ça, c'est en laboratoire, c'est en chambre d'essai. Dans la vraie vie, c'est pas facile de retrouver automatiquement les mêmes performances. Donc, déjà, à court terme, comment ça se comporte? C'est une interrogation. Et à long terme, ça dépend. Il y en a certains, là-dedans, ils n'agissent pas pareil. Il y en a qui sont adsorbants. Donc, bon, ils vont capter le formaldéhyde. Bon, quand est-ce qu'ils le relarguent? Ça, je ne sais pas dans l'histoire. Il y en a qui cassent la molécule de formaldéhyde. Donc, là, c'est pas pareil. Voilà. Donc, c'est pas homogène, hein. Dans le même ordre d'idées de M. Lionel Billien de Neotoa, existe-t-il des données techniques ou cahiers des charges sur les compositions idéales des matériaux avec des valeurs limites pour les revêtements de murs et de sol?
On retrouve peut-être l'étiquetage. Voilà, il y a déjà... Vous savez, quand même, ça a été une avancée, cet étiquetage lié au Grenelle de l'environnement. C'est sur 10 substances, c'est sûr. Si vous voulez mieux, il faut faire rechercher la conformité au protocole ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui examine 165 molécules. Ça, c'est sûr que là, c'est mieux. Un produit qui est conforme au protocole ANSES, c'est mieux que le simple étiquetage A+, lequel est calqué sur ce protocole-là, mais rien que sur 10 substances. Après, il y a des labels. Chloé en a cité. Peut-être que tu peux rebondir sur les labels, peut-être. Je ne les ai pas cités, mais ils étaient en effet sur la slide, notamment sur l'ange bleu, les Micode Plus pour l'école, GUT pour les moquettes. C'est des choses qu'on regarde, qui sont des éléments prescriptifs également. C'était une question d'ailleurs. C'était une des questions, c'est utilisez-vous les labels plutôt que d'autres ou pas du tout. En fait, c'est vrai que l'étiquetage sanitaire, sur le sujet de la qualité de l'air en tout cas, a harmonisé un peu les pratiques. On a par exemple, nous, des collections nationales, on utilise tous les mêmes types de revêtements, sol, mur, plafond, dans tous nos logements. Et du coup, ils sont tous obligatoirement A+, c'est devenu un critère d'entrée. Après, quand on veut aller un peu plus loin, on regarde par catégorie de matériaux, des labels qui peuvent être un peu plus exigeants sur certaines molécules. Oui, il y a des labels qui sont un peu plus larges que les 10 molécules et qui sont un peu plus performants, comme les Micode C1+, pour les produits de pose. Et ça, bon, je vais peut-être en parler en conclusion, donc je ne vais pas déflorer. Attention au A+, une seule remarque, c'est pour les peintures. Il y a des peintures en phase solvant qui peuvent être A+. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on veut des peintures A+, il faut dire qu'on veut des peintures A+, en phase aqueuse. Pourquoi? Parce qu'on fait la mesure des COV pour les peintures à 28 jours. Or, le maximum d'émissions des peintures, c'est à 3 jours. Cette mesure, on l'a supprimée pour des raisons de coût, mais elle était très intéressante parce qu'on voyait le court terme. Et c'est vrai que les peintures, le durcissement du film fait... Vous croyez qu'elle est sèche, la peinture, vous touchez, elle est sèche. Oui, mais le film continue à durcir. Et il durcit pendant 3 jours et le maximum des émissions est à 3 jours. Donc, c'est une fausse sécurité pour le grand public. Je ne parle pas pour les professionnels qui vont peindre, enfin, eux, ils sont exposés, hein, mais qui vont peindre, et puis le logement va être livré 3 semaines, 1 mois après. Donc là, la problématique ne se pose pas. Mais pour le grand public, en grande surface de bricolage, le A+, il faut vraiment veiller, surtout quand on s'occupe de patients, leur dire, attention, il ne faut pas dormir le soir quand on en repeint, puisque c'est pendant 3 jours qu'on a le maximum d'émissions. Voilà. Donc c'est le seul bémol pour le marquage A+, parce qu'après tout le reste c'est très intéressant. Bien, de Martine Ralevao de la ville de Rennes, les panneaux sandwich sous toiture et complexes, plaques de plâtre, laine de roche, panneaux de particules côté toiture ne sont pas soumis, selon un fabricant, à l'étiquetage obligatoire des produits de construction du décret du 23 mars 2011, du fait, d'une part, qu'il s'agit d'un complexe, et d'autre part, qu'il n'est pas en contact direct avec l'air intérieur. Ces complexes sont-ils réellement exclus de l'obligation d'étiquetage ? C'est un peu complexe parce que le document de la DHUP, Direction Habitat, Urbanisme, Paysage, du ministère du Logement, vous pouvez d'ailleurs le télécharger, hein, il y a la liste des produits concernés par l'étiquetage. Donc vous avez qu'à taper liste des produits concernés par l'étiquetage des émissions, vous tomberez sur le document. Donc il y a la liste des produits concernés et la liste des produits non concernés. C'est vrai que c'est un peu sportif parce qu'il y a certains panneaux de bois, quand ils sont revêtus, ils sont concernés par l'étiquetage. Quand ils sont bruts, ils ne sont pas concernés par l'étiquetage. Donc dans la question là, plaques de plâtre, de toute façon, ils sont à plus, donc vont pas se poser. Donc, un complexe peut très bien avoir un complexe de doublage, peut être à plus. Hein, c'est pas parce que c'est un complexe. Mais là, il y a plaques de plâtre. Bon, elles sont à plus. Laine de roche. Alors même laine de roche, enfin ça dépend de quel fabricant, mais ils ont même un label qui est le top du top. Qu'ont les 3 fabricants d'isolants. Alors là, il n'y a pas de concurrence. Il y a Knauf, il y a Isover et il y a Ursa, qui ont le Indoor Air
confort Gold, bien sûr, et ce label-là, un label privé du laboratoire Offense, qui témoigne que le produit est conforme à tous les labels. Donc là, au moins, on est tranquille. Au marquage allemand, à tout label qui peut avoir. Donc, justement, la laine de roche y est dedans, ou non, peut-être pas, c'est laine de verre. Donc, bon, peut-être que là, je vais un peu vite. Bon, en fait, de toute façon, elle est à plus. Donc, le seul panneau, c'est le panneau de particules. S'il est brut, il n'est pas soumis à l'étiquetage. Parce qu'on estime qu'effectivement, quand il est brut, eh bien, il n'est pas en contact avec l'air intérieur. Comme en principe, l'étiquetage est fait pour les produits qui sont en contact avec l'air intérieur. Donc cette question, elle mérite approfondissement. Bien, et de Pierre-Alban Mocht, je pense, de Cerema Normandie Centre, on parle beaucoup de QAI pour les occupants. Avez-vous connaissance d'impact sanitaire sur les métiers du bâtiment, notamment en phase chantier, qui manipulent régulièrement des matériaux effusifs? C'est vrai qu'il faut en parler. Oui, mais alors là, on est dans deux réglementations différentes. Là, on s'occupe de l'occupant des bâtiments. Les employés, les compagnons sur un chantier, eux, ils doivent être surveillés par la médecine du travail. Donc, il est évident que, justement, il y a un document qui est fait pour eux et qui est fait pour la médecine du travail, c'est les fiches de données de sécurité. Ces fiches de données de sécurité, la communication est obligatoire. Elle doit, tout le monde doit savoir que contient ce que manipulent les ouvriers. C'est sûr que c'est eux les plus exposés, ça c'est sûr. Les peintres, par exemple, mais il y a un déni de l'exposition. Combien de fois, moi, j'ai des peintres qui s'en foutent éperdument d'être exposés à des solvants. Ils ont toujours fait comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez me faire suer? Elle ne tient pas votre peinture, elle va s'écailler, elle n'est pas de bonne qualité. Bon, il y a aussi un déni, hein, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que les compagnons sont quand même exposés. Mais par exemple, là où ils sont exposés, c'est par exemple les poussières de bois. Il faut qu'ils soient protégés, surtout lors des activités de ponçage. Donc voilà, il y a des protections, hein, oui, mais entièrement d'accord. Autre sujet, toujours un peu général, comment réguler le taux d'humidité dans un logement passif, notamment en ossature bois, où l'air est largement en dessous du taux d'humidité nécessaire à une bonne santé, surtout l'hiver? Alors, d'abord, le taux d'humidité, l'hygrométrie, elle se régule avec la ventilation. Donc, déjà, s'il y a un renouvellement d'air, on l'a vu, tout le monde le disait, ça régule l'hygrométrie. Donc, il faut qu'on soit entre 40 et 60%. On peut descendre jusqu'à 30%, mais il ne faut pas descendre plus bas. C'est ce qui se passe en montagne. Hein. En montagne, l'hiver, allez leur dire qu'il faut avoir 40%. Il y a 30% dans l'air en montagne, il est sec. Mais en dessous, c'est sûr qu'il y a problème. Alors maintenant, vous vous débrouillez avec le reste. Oui, c'est vrai que ça peut être une des problématiques de la construction en ossature bois, parce que le bois, c'est un matériau qui naturellement a tendance à réguler l'humidité, donc à absorber de l'humidité quand il y en a trop dans l'air, et puis à la relâcher après. Nous, on a eu un cas de figure sur une maison il y a quelques années, la première maison passive qu'on a réalisée en 2009 à Quimper, donc près de Quimper. Donc on ne peut pas dire que ce soit un endroit soit spécialement sec d'un point de vue météorologique. Où on a voulu, alors justement, je reviens avec Thomas Bonin, on avait abordé la question tout à l'heure, on parlait de perspirance des parois. Alors c'est toujours un peu délicat parce que c'est pas un terme qui est normé encore. Globalement, c'est utiliser la faculté qu'ont les matériaux à se laisser traverser par la vapeur d'eau pour faire en sorte que les parois du bâtiment, les murs, les toits, éventuellement le sol, puissent contribuer à assécher l'air du bâtiment par ces parois. Donc ça, c'est une notion qui a été introduite il y a quelques années, beaucoup par au moment où commençait, avant l'RT 2012 quand même, mais il y a 10-15 ans, au moment où commençait à poindre, surtout dans la construction bois, les questions de l'étanchéité à l'air et des pare-vapeurs qu'on allait utiliser. Et c'est vrai que là, on a eu des fabricants de produits de pointe, fabricants ultra-rénants, des Allemands, des Suisses et des Autrichiens qui sont venus nous proposer des parois avec des caractéristiques qui donnaient très envie de les acheter. Et notamment qui étaient des films frein vapeur très ouverts à la vapeur d'eau.
Et donc sur la réalisation à Quimper dont je parlais, à la demande du client, on avait conçu des parois hyper perspirantes sur les 6 faces de la maison, parce qu'on était sur une dalle bois sur un sous-sol. Et donc on avait conçu les parois de mur, la toiture et la dalle bois du sol pour qu'elles puissent se laisser traverser par la vapeur d'eau le plus possible. Et évidemment, sur cette maison passive, on avait en plus une VMC double flux qui a tendance aussi à assécher l'air. Et c'est vrai que c'est une maison qu'on avait réceptionnée au mois de février, et dès le mois de juin, les premiers beaux jours, on a eu un taux d'humidité qui était inférieur à 30%. Donc les clients qui ont commencé à sentir quelques petites pathologies. Et on a vu des pathologies du bâtiment aussi, à savoir par exemple un parquet en chêne massif qu'on avait posé dans le séjour, qui a séché au point qu'on voit le support entre les lattes de parquet malgré le rainurage et le languettage. Donc la solution, elle a été apportée directement par nos clients, ils l'ont trouvé, c'est qu'ils coupent leur double flux l'été et puis ils ventilent en ouvrant les portes et les fenêtres, ce qui marche relativement bien. On avait des clients instruits quand même, donc, et de bonnes compositions. De bonnes compositions pour ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que depuis, on évite de faire des parois hyper perspirantes sur la construction bois, parce qu'on sait que c'est un matériau qui va déjà permettre d'assécher l'air. Et notamment, quand il y a une double flux, il faut être très vigilant là-dessus. Donc attention à ne pas être plus royaliste que le roi dans ce domaine-là. Merci Fabien. On va essayer de répondre très rapidement à toutes les questions. Il nous en reste encore quelques-unes. Je vous demande des réponses courtes. Si je peux juste Merci. rajouter une précision très rapide. Il me semble que les doubles flux à échangeurs enthalpiques réduisent le problème de sécheresse de l'air. Donc vous pouvez peut-être apporter une... Voilà. Alors pourquoi la ventilation naturelle automatisée est-elle si peu abordée? Ventilation naturelle automatisée, si peu abordée en complément de la VMC. C'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas débattu aujourd'hui, qui est une solution. La ventilation naturelle, par grille automatisée. Automatisée. Je n'ai pas l'expérience de ce genre de chantier, mais bon, c'est vrai que ça peut être une solution, mais bon, je n'ai pas de réponse à apporter à cela. Je pense que les étrangers sont meilleurs que nous sur ce sujet-là pour l'instant. Il est notamment beaucoup utilisé en rénovation, où effectivement on réutilise les conduits chantes et on met une ventilation hybride, donc assistée, dans certaines conditions climatique. La ventilation double flux est sûrement la meilleure solution thermiquement, mais peut-être une catastrophe en qualité de l'air intérieur dans certaines zones si elle n'est pas entretenue. Est-ce que le maître d'ouvrage a le portefeuille nécessaire pour changer ses filtres plusieurs fois par an? La VMC double flux est une solution, et il y en a d'autres. Je pense qu'on en a débattu aussi. Oui. Donc effectivement, la filtration est importante sur les installations, et quand il y a filtration, il y a toutes sortes de filtrations. Il y a des filtres gravimétriques, opacimétriques, et j'en passe d'autres. Donc effectivement, c'est le maintien de cette filtration en bon état de marche, et le changer correctement 2 fois par an, une fois par an suivant l'empoussièrement, c'est un minimum. Il faut savoir, on l'a cité tout à l'heure, que effectivement, si on ne fait pas cet entretien de ventilation double flux, on peut avoir des bâtiments qui se mettent en dépression. Et effectivement, si on a un système de chauffage à poêle, on peut imaginer ce qui peut se passer. Et là, c'est la vie des gens qu'on met en jeu. Donc c'est vrai que qui dit double flux dit obligatoirement, effectivement, à mon avis, contrat d'entretien, coût des filtres, et une information vraiment précise lors de la remise de l'installation des dangers potentiels, pas des tonnes de documents, pas des DDoE qui font 300 pages, mais une fiche d'utilisation et de préconisation afin que les gens, on leur a installé un bon système, mais qui connaissent aussi, qui connaissent les limites de ce système, et qu'ils en prennent soin. Donc d'où la maintenance. C'est vrai que c'est un point important, et c'est vrai que la maintenance, je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça permet le changement des filtres, ça permet aussi d'éviter de nettoyer les réseaux, parce que autant dans l'habitat, dans le résidentiel, bon, on voit bien que c'est presque pas possible,
Mais dans le tertiaire, nettoyer des réseaux, le coût que ça représente, mais c'est faramineux. Si vous avez un immeuble de bureau, une piscine, le coût de nettoyage, je l'ai fait. C'est vrai que on utilise des robots, c'est des gaines beaucoup plus grosses. Et vous imaginez, c'est vraiment du travail fastidieux, difficile et très onéreux. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le double flux va avoir... il faudra des doubles flux, une bonne filtration, bien sûr, sur la centrale, mais également au niveau des pièces, pour éviter que, effectivement, par exemple, dans la bouche de cuisine, on puisse envoyer des graisses dans le conduit et puis salir tout le conduit. C'est des choses aussi simples comme ça qu'il faut mettre en place. C'est pas complexifier les choses, c'est vraiment se tenir proche des gens, proche de leurs besoins, et comme ça, on va faire un grand pas, je pense.